Bienvenue à vous ce matin. On va discuter de plusieurs sujets aujourd'hui. Et cette première table ronde est intitulée de l'anticipation à la réalité, évaluer et prioriser les risques de l'IA. Donc, autour de moi, mais je les laisserai développer un peu plus ce qu'ils font exactement. J'ai Mathilde Serioli. Mathilde Serioli est Chief Scientist chez Everyone AI. Ensuite, Jérémy Perret et Optimal AI, Will Green, qui est coprésidente de Data for Good, et enfin Arthur Grimont-Pont, qui est conseiller senior IA chez Reporters sans frontières. Donc vous voyez, diversité de sujets, et effectivement on va essayer d'analyser une diversité de questions. Alors, nous développons des systèmes d'IA de plus en plus puissants, comme il vient d'être rappelé. On en voit arriver presque toutes les semaines. Et on constate aussi que ces systèmes présentent évidemment des risques. Donc on va beaucoup parler de ces risques. Des risques qui sont des risques actuels, des risques tout à fait prégnants que nous expérimentons tous les jours, comme la désinformation. Et puis des risques qui sont plus à venir, mais dont on constate déjà les prémices dans certaines expérimentations. Donc il faut évidemment se poser la question de ce que ça va devenir. Donc évidemment, ces technologies ne sont pas tombées du ciel. Ce n'est pas une invasion d'extraterrestres. Elles sont développées par des êtres humains, par des entreprises qui ont une puissance qui dépasse la puissance de certains, sinon de tous les États, parce que parfois ils sont même à la commande des États, comme on vient de voir aux États-Unis en particulier. Et donc, il nous incombe aussi de réfléchir et d'agir pour voir comment orienter les développements de ces technologies pour éviter ces problématiques et évidemment reprendre le contrôle, si je puis dire. Alors, je vais déjà poser quelques questions donc, successivement aux membres de la table ronde. Ensuite, on va consacrer une demi-heure ou 20 minutes, c'est-à-dire à peu près la moitié du temps, à l'interaction avec la salle, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer en enrichissant le débat. Et donc, je vais commencer par Arthur, qui, donc, étant donné son rôle, est effectivement le plus à même, probablement, de nous donner des éléments sur cette question de désinformation. Mais il est évidemment libre de développer autant qu'il veut autre chose. Ce n'est pas parce que je lui pose une question sur la désinformation qu'il est obligé d'être uniquement dans ce cadre-là. Donc, nous sommes donc en permanence, effectivement, soumis à un flux de désinformation. Il suffit d'ouvrir un réseau social, je ne pense à aucun en particulier, mais pour s'en apercevoir. Alors, on parle beaucoup de désinformation, parfois on parle de mésinformation. C'est peut-être bien de clarifier d'abord quelle est la différence et qu'est-ce que ça signifie exactement. Comment c'est fabriqué, parce que là aussi, il y a un processus pour fabriquer ces éléments. Bon, c'est pas grave. Non, bougez pas. Donc, j'aurais pas dû mettre autant de papier sur mes genoux. Merci, c'est gentil. Donc, comment c'est fabriqué, comment c'est propagé, comment ça se fait d'ailleurs qu'on reçoit effectivement des choses qui sont pas forcément souhaitables sur notre propre flux, qui est derrière, et surtout comment détecter, comment savoir que c'est pas une vraie information. J'ai combien de temps pour toutes ces questions? Vous avez 4 heures, mais on va les réduire à 5 minutes. Non, simplement la désinformation, on pourrait dire que c'est tout ce qui altère notre perception et notre compréhension du monde. La subtilité entre mésinformation et désinformation, c'est que la désinformation est réputée intentionnelle. On est en effet soumis aujourd'hui plus qu'actuellement à des flots de désinformation. Le Bulletin of the Atomic Scientists, par exemple, en 2020, a ajouté à son tableau des menaces existentielles d'origine humaine la désinformation. Donc c'est une société scientifique
qui a été fondée après Hiroshima et Nagasaki pour lutter contre les menaces existentielles d'origine humaine. Ils se sont d'abord intéressés à l'arme atomique, puis au changement climatique, aux menaces environnementales. Et en 2020, fait surprenant, ils prennent en compte une menace non matérielle, non physique, qui est la désinformation. Et dans leur rapport est écrit que nous sommes dans un paysage de l'information corrompu, empêchant toute prise de décision rationnelle. Donc on voit que la désinformation, c'est un problème qui se situe en amont de plein d'autres problèmes auxquels on fait face. C'est quelque chose qui explique en grande partie notre manque d'intelligence collective pour résoudre toutes sortes de défis auxquels on fait face à l'échelle de l'humanité. Alors, cette désinformation, elle a en effet, on va dire, deux grandes étapes, sa production et sa diffusion. On considère, en général, aujourd'hui la littérature scientifique tend à dire que le goulet d'étranglement principal de la désinformation réside plutôt dans sa diffusion, qui se fait en grande partie aujourd'hui, qui est largement structurée par les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux. Alors là, il y a de très très bons experts de ce sujet que j'ai lus avant d'en parler et d'écrire moi-même sur le sujet, donc je ne vais pas du tout vous apprendre. Mais vous savez qu'aujourd'hui, on peut considérer d'ailleurs traditionnellement, c'est pas purement rhétorique, que la première rencontre à grande échelle entre l'humanité et l'intelligence artificielle s'est faite à travers les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux. Ce sont effectivement des formes d'intelligence artificielle, très rudimentaires au regard des algorithmes qu'on développe aujourd'hui. Mais ces algorithmes structurent la propagation de l'information à l'échelle planétaire, puisque 5 milliards de personnes s'en servent quotidiennement à raison de 2h30 par jour pour consulter de l'information et de la désinformation. Alors le grand problème de ces algorithmes, c'est qu'ils visent à optimiser une métrique unique, qui est la conversion de temps d'attention en revenus publicitaires. Et quand on parle de chaos informationnel pour décrire la situation présente, on ne rend pas vraiment justice à la situation dans laquelle on est. C'est quelque part bien pire qu'un chaos informationnel. Le chaos évoque l'idée de quelque chose de complètement incontrôlé, brownien, où on ne comprend même plus ce qui se passe. L'information est quand même structurée, mais selon une forme de méritocratie inversée, où le pire l'emporte largement sur le meilleur. C'est-à-dire que les algorithmes accordent une préférence systématique aux propos les plus outranciers, les plus violents, les plus mensongers, les plus haineux, au détriment de la nuance, de la paix, de toute information qui aurait un intérêt pour nous éclairer pour éclairer notre compréhension du monde. Et ça, c'est une situation qui existe avant même que les dirigeants de la Silicon Valley se servent de ces algorithmes et les mettent à les utilisent à des fins idéologiques. Ça se résulte simplement du fait qu'un algorithme très mal aligné avec notre intérêt collectif vise à optimiser cette métrique unique de convertir le temps d'attention de l'humanité en revenus publicitaires et génère d'ailleurs les entreprises aux capitalisations boursières les plus élevées de la planète. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la diffusion de cette désinformation qui est absolument massive. Et puis arrive donc dans ce paysage qui n'est pas du tout une page blanche, qui est déjà très structurée, les algorithmes génératifs, l'IA générative, qui elle permet de simuler complètement la réalité. Donc là, vous voyez quotidiennement des progrès très très importants de cette technologie qui permettent maintenant de simuler des contenus en un clic qui sont parfaitement indiscernables de contenus authentiques, y compris pour des experts. Depuis 2021, déjà, le grand public est incapable de distinguer un deepfake d'un contenu authentique et croit pouvoir le faire. Et aujourd'hui, comme par la façon même dont ces technologies sont construites, les Generative Adversarial Networks, les GANs, c'est peu probable qu'on arrive à détecter après coup un contenu synthétique de façon fiable. Donc il y a d'autres façons de lutter. Je ne sais pas si on le développera plus tard ou je peux peut-être m'arrêter là pour commencer. Merci, en tout cas c'était vraiment très clair. Je vais passer à un sujet différent, mais je reviendrai plus tard à cette question de désinformation et autres. Et je vais m'adresser à Lou. Quand on parle d'IA, on parle de cloud, on parle de données, on parle, etc. Et on voit bien qu'en fait, ça, c'est pas du tout immatériel dans les nuages. Il y a des centres, des fermes, des moyens de calcul et des moyens de stockage de données. Donc, Donald Trump a commencé son action dans ce domaine d'abord en annulant l'ordre exécutif de son prédécesseur qui mettait certaines limites, disons,
sans être une véritable réglementation complète sur le développement de l'IA. Et il a lancé le projet Stargate. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Donc il s'agit d'installer des fermes, des grandes fermes de calcul pour entraîner les systèmes d'IA. Et quelques jours, plus tard, on a annoncé le 6, c'est-à-dire il y a quelques jours, avant-hier, en France, un partenariat avec les Émirats arabes unis pour mettre en place, lancer un campus IA dont l'élément principal sera effectivement un centre de calcul et de traitement. On annonce la puissance, 1 mégawatt. 1 mégawatt, pour vous dire, c'est à peu près une centrale nucléaire. Gigawatt, pardon. 1 gigawatt, oui, un ordre de grandeur considérable. 1 gigawatt, c'est une centrale nucléaire. À peu près en France, les centrales nucléaires sont entre 800 et 1200 gigas. 800 mégas et 1200 mégas. Donc ça veut dire une consommation quand même considérable. Ces centres, quel intérêt ils ont parce qu'on voit par ailleurs que, par exemple, DeepSeek, là aussi, enfin, c'est des informations dont je ne peux pas garantir la vérité, consomme beaucoup moins, utilise beaucoup moins de calculs. Donc, est-ce que tu peux nous clarifier un peu, d'une part, l'impact environnemental, l'impact de manière générale, parce qu'il n'y a pas que l'environnement, de ces moyens, de ces puissances de calcul, leur impact socio-économique aussi, parce que et puis quel avenir ça nous prépare? J'ai que 5 minutes là du coup. Ok. Déjà, je vais commencer par dire que c'est pas un sujet différent parce que la désinformation et les impacts environnementaux, en fait, ils sont très très liés, notamment parce que la manière dont la désinformation prolifère, et notamment la désinformation climatique prolifère sur les réseaux, elle va complètement changer la manière dont les gens vont façonner leur opinion. Et donc, en fait, ça va générer énormément de refus du consensus scientifique, et ça ralentit l'adoption de mesures climatiques. Donc c'est un effet indirect de l'intelligence artificielle sur la lutte contre le réchauffement climatique. Je pense que c'est très important de l'avoir en tête. J'imagine que Léa en reparlera tout à l'heure. Et donc si on parle maintenant des impacts généraux, donc si je commence par les impacts environnementaux de l'intelligence artificielle, et j'essaye de vous donner quelques ordres de grandeur, d'abord il y a les impacts directs. Donc vraiment ceux qui sont liés au fait d'entraîner des modèles et de les utiliser. La première chose qu'il faut dire, c'est que c'est très très compliqué de mesurer ça, parce qu'en fait il y a un manque de transparence criant des acteurs du secteur pour donner de la donnée et nous permettre de l'estimer. En ce qui concerne l'électricité, qui est un peu la colonne vertébrale de l'intelligence artificielle, l'Agence internationale de l'énergie nous dit que ça représente à peu près 2% de l'électricité mondiale. Mais ce qui est important, ce n'est pas du tout ce chiffre absolu, c'est la dynamique qu'il y a derrière. En fait, il prévoit un doublement d'ici 2026. Donc vous imaginez bien que si on double tous les 2 ans, ça commence à devenir vraiment monstrueux. Et encore, c'est des estimations basses. Et puis en plus, on parle de 2% à l'échelle mondiale, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est c'est pas du tout réparti équitablement sur la planète. Donc il y a des zones où il va y avoir 20% par exemple en Irlande, où du coup ça génère des énormes tensions sur le réseau électrique local. Et il y a plein d'autres zones comme ça aux États-Unis très problématiques. Ensuite, on a la question des métaux. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment très compliqué d'avoir des chiffres, mais il faut des dizaines de métaux pour pouvoir produire tout le matériel qui nous permet d'utiliser et de consommer de l'intelligence artificielle. Ça génère des conflits de ressources et de la pollution et de l'atteinte à la biodiversité locale très très forte. Et puis, ce qui est très important de prendre en compte aussi, c'est la question de l'eau, parce qu'on a besoin de beaucoup d'eau pour refroidir les systèmes. Et souvent, les data centers, ils sont localisés dans des zones où il y a des tensions sur l'eau, ou dans des zones plutôt arides, donc ça génère des tensions très fortes. Donc toutes ces ressources, elles génèrent des tensions, des conflits d'usage,
qui ont déjà lieu aujourd'hui. Et du coup, je pense que c'est vraiment important aussi, depuis tout à l'heure, on parle de risque, de ne pas utiliser ce terme-là, parce qu'en fait, tous ces effets-là, ils sont vraiment très concrets, ils existent aujourd'hui. Ce n'est pas un risque, c'est des impacts qu'on vit aujourd'hui. Je donne quelques exemples. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a plusieurs centrales à charbon qui ont vu leur date de fermeture repoussée de plusieurs années parce qu'il y avait déjà une tension sur l'électricité locale. Donc déjà, ça nous contraint dans l'atteinte de nos objectifs climatiques aujourd'hui. Là, j'ai parlé des effets directs, mais ce qui est très important d'avoir en tête, et ce qui est encore plus fondamental, je pense, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est tous les effets indirects que ça génère. Et donc, en fait, tout ce que ça va venir accélérer en capacité dans la société pour nous faire consommer plus, et donc tout ce que ça va accélérer d'une certaine manière. Donc à la fois, il y a la question de la production de biens, parce que ça accélère beaucoup de choses. Je donne un exemple. Il y a une lanceuse d'alerte et plusieurs employés de Microsoft, donc la lanceuse d'alerte s'appelle Holly Alpine, qui a chiffré qu'un seul contrat de Microsoft avec ExxonMobil lui permettait d'extraire 50 000 barils de pétrole supplémentaires par jour. Ça représente 640% de ce que Microsoft compte compenser annuellement. Donc un seul contrat, ça fait fois 600% ce qu'eux, ils prévoient de compenser dans leur bilan carbone. Donc c'est vraiment monstrueux. Et encore une fois, on a très peu de données là-dessus. Et en plus d'accélérer ce qu'on produit, ça permet aussi d'accélérer ce qu'on écoule, d'écouler cette production. Et là, je donne encore un exemple. Aujourd'hui, l'hyper-personnalisation dans la publicité, les algorithmes de recommandation, ils permettent en fait de pousser beaucoup plus de produits. Par exemple, Amazon, un tiers des produits qu'ils vendent, en plus, viennent de leur algorithme de recommandation. Donc ça génère vraiment aussi surproduction, surconsommation. Et donc, au final, cette intelligence artificielle, elle se met vraiment au service de la croissance effrénée de notre économie, qui est ultra carbonée. Donc elle vient vraiment la mettre sous stéroïdes. Mais ça, c'est que les impacts environnementaux. Et c'est vraiment un petit bout du problème. Ce que je voudrais... Enfin, s'il y a un message avec lequel vous repartiez ce soir, enfin non, ce matin, pardon, c'est que, en fait, l'intelligence artificielle, c'est tout sauf une technologie. C'est pas du tout neutre. Aujourd'hui, telle qu'elle est développée, elle sert une vision du monde. Elle sert la vision du monde de ceux qui la conçoivent, c'est-à-dire des hommes, une poignée d'hommes blancs, multimilliardaires qui détiennent la quasi-totalité de l'infrastructure technologique. Et ça, c'est très important de le comprendre, parce qu'en fait, ces outils et la manière dont on les utilise, c'est politique. Ces outils, ils se mettent au service du coup de leur vision du monde. Et quand on voit ce qui est en train de se passer aux États-Unis, quand même, la montée de Donald Trump, elle s'appuie énormément sur la désinformation sur les réseaux sociaux. Et on voit ce qui est en train de se passer avec le Doge, où il y a 6 gamins de moins de 23 ans qui sont en train de mettre de l'intelligence artificielle partout et de couper les ressources de nombreux organismes. On peut vraiment avoir peur des dérives de ces technologies qui, au final, servent un système d'exploitation globale et viennent renforcer les inégalités sociales qui existent déjà dans la société. Je pourrais donner plein d'exemples après si j'ai plus de temps, mais je laisse le temps. On y reviendra, j'espère. Alors, dans la série des... Alors, tu as tout à fait raison d'utiliser le terme impact ou effet, parce qu'on est en train de parler de réalité avérée. Et justement, dans la série des réalités avérées, il y a cet effet sur les enfants. Les réseaux sociaux sont aussi utilisés par des enfants, puisque pas grand-chose ne l'empêche pour le moment, de point de vue légal, mais on va en parler. Et c'est à Mathilde que je vais m'adresser. Donc, les enfants, les mineurs, sont, comme tous les autres utilisateurs, source de données pour les réseaux sociaux, enfin pour les propriétaires des réseaux sociaux et leurs concepteurs. Ils sont aussi cibles de publicité, ils sont soumis donc à des contenus divers et parfois à des contenus toxiques. Ils sont utilisés eux-mêmes pour des contenus toxiques, par exemple la pédopornographie. Alors, comment on traite ce problème? Parce que c'est quand même quelque chose qui va engager l'avenir de toute la société. Est-ce que le contrôle parental, ça marche? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut interdire les plateformes? Quelle réglementation et quelle action publique ou individuelle peut-on faire? D'abord, quelle est l'étendue du problème, si tu peux nous...
Pareil, 5 minutes. Non, ouais. Non. Pour ceux qui sont debout, il y a des places de ce côté. Vous pouvez faire le tour par derrière. Je me suis pris des notes parce que moi, je suis encore en jet lag et je voulais être sûre de faire du sens pour vous aujourd'hui. Mais déjà, sur les influences, sur les impacts qu'on voit déjà, on voit qu'il y a un impact sur la perception. Ce qu'on voit, de manière générale, ça impacte comment on voit le monde. Donc, j'ai quelques exemples qui sont assez parlants des choses de manière très simple sur comment ça peut aller modifier finalement la perception du monde des jeunes. La première, c'est dans les jeux vidéo. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un renforcement en fait, de stéréotypes négatifs sur le racisme. Donc une augmentation du racisme après l'utilisation de certains jeux vidéo sur les joueurs, puisque ça renforce certains stéréotypes négatifs. La deuxième, c'est aussi dans les jeux vidéo, il y a une hypersexualisation de la femme, où elle est souvent mise dans des positions inférieures à l'homme. Et donc, ça a deux impacts. Sur les garçons, ça renforce le sexisme. Sur les filles, on voit une diminution de l'estime de soi et des problèmes d'image corporelle qui suivent à ça. Après, bien sûr, il y a toute la partie sur les contenus dangereux. Donc, effectivement, on voit que sur les algorithmes type TikTok, au bout de 30 minutes, un adolescent de 13 ans, après la première utilisation, va avoir été exposé de manière générale à des contenus qui encouragent l'automutilation, et chez les filles principalement, qui encouragent les troubles alimentaires. Sur YouTube, on retrouve beaucoup plus de choses au niveau de contenu, et surtout pour les garçons, de contenu violent, de contenu aussi qui promeuvent les armes à feu, les combats et des scènes violentes. Donc tout ça, on sait que ça joue sur leur perception du monde, et puis c'est une perception du monde qui est assez anxiogène finalement, qu'on leur présente. On voit aussi des influences sur le comportement. Alors là, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais une étude qui a été faite en 2015 et qui est assez intéressante, ils ont regardé des jeunes qui n'utilisaient pas de téléphone encore, et puis il y a eu une introduction du téléphone chez certains jeunes, parce que c'était un choix. Et on regardait après 3 mois ce qui se passait. Ce qu'on voit, c'est que les jeunes qui utilisent énormément les réseaux sociaux, on voit une diminution de la capacité à attendre pour avoir une récompense. Donc quand on leur donnait des tâches après un petit peu neutres en lab, on leur demandait soit tu peux avoir la récompense qui est toute petite maintenant, soit tu attends un petit peu puis tu vas avoir une plus grosse récompense. Les utilisateurs de ces téléphones prenaient beaucoup plus les récompenses à court terme, alors que ceux qui n'avaient pas commencé à utiliser les téléphones étaient capables d'attendre. Donc on voit que ça joue aussi sur notre capacité et sur notre système de récompense. Donc ça fait partie vraiment des impacts qu'on voit déjà. Dans les risques qui commencent déjà à être des impacts, il y a aussi toute l'intelligence générative, notamment ce qu'on voit avec les chatbots. Donc, moi, je suis basée aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Je suis dans la source de beaucoup des problèmes qu'on relève aujourd'hui, mais on voit les premiers cas, et notamment, je travaille avec l'avocate qui attaque Character AI, donc je ne sais pas quel est le niveau de connaissance de ce cas, mais ça a été un rapport qui a été fait par le New York Times d'un jeune garçon, Sewell, qui s'est suicidé à l'âge de 14 ans, après avoir engagé pendant longtemps avec une IA générative. Character AI, c'est vraiment un chatbot qui est très très immersif, qui va avoir des conversations très poussées avec les jeunes et qui a encouragé le jeune à passer à l'acte. Il y a d'autres cas depuis. Donc ça fait partie de choses où quand nous on a commencé tout notre travail à Everyone AI, on parlait de facteurs de risque, où on espérait que c'était des risques à long terme, et finalement c'est déjà des impacts concrets. Par rapport à toute la notion de collecte de données, c'est vrai qu'on parle souvent sur les réseaux sociaux de la capacité de savoir très très vite beaucoup de choses sur l'utilisateur, son nom, où est-ce qu'il habite, son âge. Mais ça, en fait, vous pouvez le savoir après 5 minutes de conversation avec moi. Il y a de grandes chances que vous puissiez, si vous me posez les bonnes questions, savoir toutes ces choses-là sur moi. Je vous encouragerai à faire l'expérience, si vous utilisez énormément ChatGPT, de poser des questions sur ce qu'il sait sur vous. Alors, en général, il va vous dire qu'il ne collecte pas les données, qu'il ne sait pas grand-chose. Si par contre, vous posez des questions un peu plus malignes et que vous dites « j'aimerais comprendre mon profil d'apprenant, mon profil cognitif pour pouvoir améliorer certaines compétences, pour voir où sont mes challenges et où sont mes capacités », là, ce que vous allez voir, c'est qu'il vous connaît bien mieux que vous-même. C'est vraiment, faites l'exercice si vous l'utilisez beaucoup. C'est assez incroyable. En tant que neuropsychologue, je me disais, mon profil neuropsychologique est quand même très, très, très précis. C'est vraiment capable de me dire des choses sur moi qu'il faudrait me connaître depuis des années pour le savoir. Donc, sur les capacités de facteurs d'influence ensuite de l'utilisateur, elles sont importantes. Après, moi, je
J'ai toujours une approche où il faut aussi qu'on soit sûr de garder de la nuance parce qu'on ne peut pas tout jeter d'un coup. Il y a quand même des choses positives, et notamment sur les réseaux sociaux, on n'en discute pas toujours assez, on voit beaucoup la partie risque. Mais ce qu'on sait, c'est que les réseaux sociaux sont souvent en fait un facteur protecteur pour les communautés, notamment la communauté LGBTQ, chez ces jeunes qui sont en recherche d'identité, qui ont besoin d'informations auxquelles ils n'ont pas toujours accès, qui peuvent se sentir ostracisés, qui peuvent se sentir très seuls. Là, c'est vraiment un endroit où ils vont retrouver finalement un réseau, pouvoir aller explorer, pouvoir poser ces questions. Donc à chaque fois, on a aussi besoin de penser à cette balance. Après, sur la question du contrôle parental, déjà, en fait, c'est dur d'utilisation. Si vous avez des enfants et que vous essayez de le mettre en place, je suis dans la Silicon Valley, donc autour de moi, il y a surtout des ingénieurs. Les ingénieurs eux-mêmes ne savent pas comment mettre les contrôles parentaux sur les téléphones de leurs enfants. Donc ça, c'est un vrai problème. Et on travaille actuellement avec certaines de ces compagnies pour essayer de leur faire comprendre que c'est plus suffisant. Parce que c'est vrai que la défense, des fois, peut être de se dire, mais en fait, ces produits, on ne les a pas construits pour les enfants. Et c'est vrai, à la base, le téléphone, il n'a pas été construit pour être donné aux enfants. Et finalement, une fois que ça devient un utilisateur, une part de marché, il va falloir réfléchir ces produits pour les jeunes, sur savoir comment on peut les contrôler. Après, je veux aussi qu'on reconnaisse que c'est hyper dur d'être parent à l'heure actuelle, et je pense que chaque génération de parents se dit non, c'est plus dur à notre époque. C'est vrai que ce qui est difficile à notre époque, c'est qu'on doit toujours les protéger finalement des risques palpables, physiques. Et maintenant, on doit aussi les protéger de choses qui sont difficiles pour nous, qui est toute la partie finalement digitale qu'on ne voit pas. C'est invisible, les risques qui se font sur le long terme. C'est une petite interaction, une autre manière d'interagir aussi avec l'environnement. Ça, c'est difficile. C'est aussi qu'il y a des nouvelles menaces, par exemple. C'est beaucoup le cas de cette maman qui a été un petit peu attaquée, la maman de ce jeune aux États-Unis qui s'est suicidé, qui a été attaquée sur sa capacité de parenter son enfant en disant bah, vous auriez dû le prévenir, et qui dit mais moi je ne savais même pas que l'IA générative existait. Donc c'est difficile de protéger son enfant contre un risque qu'on ne connaît pas. Donc là, il y a vraiment besoin aussi d'aller aider les parents finalement à comprendre les risques qui arrivent, leur donner une meilleure connaissance, les accompagner. Et c'est vrai que les parents sont globalement perdus, parce que c'est vrai que c'est très difficile quand on demande à des parents, 75% d'entre eux disent qu'ils pensent que le fait que leur enfant ait un téléphone est plutôt nocif que bénéfique. Et en même temps, sur les stats aux États-Unis, 13% tous les enfants de 13 ans et plus, 90% d'entre eux ont un téléphone. Donc on voit vraiment une difficulté. Et la difficulté, c'est que, à l'heure qu'il est pour un jeune, être social sans téléphone, c'est compliqué. Donc avoir trop de contrôles parentaux, c'est compliqué, parce qu'il faut aussi faire partie de son monde, faire partie de sa génération, et faire partie de sa génération, c'est avoir un téléphone. Donc même au niveau individuel, c'est compliqué. Il y a besoin aussi que les parents se mettre d'accord entre eux sur comment utiliser tout ça. Puis la dernière chose sur la question de la régulation, est-ce qu'il faut les interdire, est-ce que ces jeunes ne devraient pas aller sur les plateformes, je pense que la question est hyper compliquée et ce sera plus que 5 minutes juste pour cette partie-là. Mais d'une part, en fait, je pense que on a mis un âge qui est à 13 ans, qui n'est pas toujours le plus adapté, puisqu'on sait qu'en fait, à cet âge-là, ils n'ont pas encore toutes les compétences que ça prend. D'ailleurs, on ne laisse pas les enfants conduire à 13 ans. On ne leur donne pas une voiture. Et ce n'est pas parce qu'on pense qu'au niveau moteur, ils ne sont pas capables. C'est parce qu'on pense qu'au niveau de la capacité, justement, à réfléchir leurs actions, à réfléchir les risques, à réfléchir la responsabilité de ce qu'ils font, ils ne l'ont pas. Et on leur donne un outil qui est quand même hyper puissant entre les mains, en plus à laquelle on ne les prépare pas. Et on se dit, bon, bah, on nous a dit 13 ans, c'est que c'est suffisant. Ou on nous dit 15 ans, c'est que c'est suffisant. Mais il n'y a pas tant d'accompagnement. On considère qu'ils vont savoir faire. Ce serait comme si je prenais un enfant de 6 ans et je me dis, la plupart des enfants à 6 ans savent nager. Le mien n'a jamais vu de l'eau. Si je le jette dedans, il va savoir nager. Maintenant, il va falloir vraiment accompagner. Il faut leur apprendre. Et pareil, on ne les laisse pas conduire du jour au lendemain. On leur fait passer le permis, on leur explique le code, on leur explique les règles, on leur explique les risques. On leur explique la responsabilité que ça représente. Et il y a vraiment besoin de faire ce travail de ce côté-là. Et enfin, je finirai sur la partie des régulations. Ce qu'on voit, c'est que c'est hyper compliqué de réguler après coup. Et donc, c'est vraiment le travail qu'on fait au sein de la non-profit Everyone AI, c'est d'anticiper en fait, certains de ces risques, de regarder, en fait, on comprend quand même pas mal de choses sur le cerveau des enfants, sur comment ils se développent. Et il y a beaucoup de risques qu'on est capable d'anticiper. Et donc l'idée, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui se passe si on arrivait avant les problèmes, si on travaillait avec ces acteurs. Et moi, ça fait 2 ans que je travaille avec ces compagnies.
avec une partie des GAFAM notamment, avec des ingénieurs, avec des personnes qui développent du AI. Et ce que je vois, c'est qu'il y a une réelle incompréhension et un manque de connaissance de l'humain. Et moi qui viens de la neuroscience, je suis très consciente que je ne sais pas développer du code en intelligence artificielle, alors qu'en tant qu'être humain, on croit qu'on est bon à être des êtres humains, qu'on comprend bien comment on fonctionne. La réalité, c'est qu'on ne sait pas grand-chose de notre propre fonctionnement. Et souvent, quand on arrive avec des éléments de réponse, qu'on leur explique en fait certaines choses qu'ils ne connaissent pas, on peut aussi arriver à des changements. Donc c'est vraiment le travail qu'on essaie de faire, c'est de travailler avec eux à augmenter le niveau de conscientisation et le niveau de connaissance qu'ils ont besoin pour développer leurs produits. Parce que quand on a un produit qui sonne comme un être humain dans ce qu'il dit, il y a un besoin de comprendre comment l'être humain fonctionne pour savoir quels vont être les impacts. Donc ça, c'est un vrai travail qu'on est en train de faire avec eux pour essayer de pousser pour des IA qui vont être plutôt bénéfiques. Parce qu'en dehors de ça, il y a des réelles opportunités si c'est développé avec les bonnes personnes dans la salle. Merci beaucoup. Alors, je vais passer à Jérémy, évidemment, puisqu'il n'a pas encore eu la parole. Mais étant donné que le temps passe, je vais revenir à chacun d'entre vous après pour vous laisser une parole libre en termes de messages à emporter ou dire ce que vous avez vraiment envie de dire. Je ne vais pas vous coincer dans une question. Mais ayant fait le tour d'effets et d'effets négatifs qui sont avérés, je vais me tourner vers Jérémy pour parler un peu des risques, là, cette fois-ci. C'est les risques de la sûreté de l'IA, comme on a dit dans l'introduction. Le sommet actuel ne s'appelle pas AI Safety, effectivement. Il y a eu un événement hier et avant-hier là-dessus. Et ça, c'est alimenté, enfin, le discours autour de ce problème est alimenté par la possibilité de créer des systèmes d'IA de niveau général, c'est-à-dire de niveau humain, voire plus, donc AGI en anglais. Et est-ce que ces risques sont réels, Jérémy? Est-ce que c'est avéré? Est-ce qu'on a des indices probants pour dire que oui, ça va arriver, ou il suffit de dire c'est exponentiel, donc ça arrivera parce que c'est exponentiel? Et donc, comment justement ces futurs systèmes pourront aggraver encore plus, éventuellement, ou peut-être résoudre, je ne sais pas. C'est toi qui vas nous donner l'idée. Les problèmes qu'on est en train de traiter. Donc, quels sont les risques de sûreté, enfin d'abord d'existence, d'émergence et de sûreté des systèmes plus puissants encore que ceux qu'on a aujourd'hui? Et comment on le constate d'ailleurs? Comment on sait qu'on a développé un système d'IA général? Donc, pour mettre un peu de contexte, ça fait 60 ans que l'intelligence artificielle essaie de construire des machines pour résoudre des tâches. Et un des objectifs explicites de grands laboratoires type OpenAI, type Anthropic, qui sont derrière la plupart des systèmes les plus puissants aujourd'hui, comme ChatGPT, leur objectif est d'atteindre une IA beaucoup plus polyvalente que celle qu'on a. On a beaucoup parlé d'IA spécialisées qui font une seule tâche. Mais c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus vendeur de faire des systèmes qui sont extrêmement généraux, c'est-à-dire qui peuvent résoudre à peu près n'importe quelle tâche, répondre n'importe quelle commande, avec une compétence qui, idéalement, dépasse celle de l'humain. Parce que si ça ne dépasse pas celle de l'humain, même si une machine est plus rapide, ce n'est pas rentable économiquement. Donc il y a un objectif avoué de faire des machines de plus en plus puissantes qui vont demander de plus en plus de ressources de calcul. Et ça pose des problèmes. Alors le risque existe, pas dans le sens où il y a des impacts aujourd'hui des IA générales surpuissantes qui n'existent pas aujourd'hui, qui n'existent pas demain, mais on parle de... Au départ, je vous parle d'il y a une dizaine d'années, les horizons étaient à quelques décennies. Maintenant, si on essaie de faire des estimations et de demander aux experts en intelligence artificielle à quel horizon on se trouve, on parle maintenant plutôt de quelques années. Même parmi les scientifiques les plus pessimistes, maintenant c'est une affaire de la décennie prochaine. Donc ça commence à être... c'est un peu plus urgent. Mais ça reste flou. Pourquoi on se dit qu'on a un risque de l'IA générale? Parce qu'on essaie de faire
comment dire, imaginez que vous ayez un ingénieur en astrophysique à côté qui est en train de construire une jolie fusée de 1 mètre de haut, et vous lui demandez, bon écoutez, est-ce que ça va causer des dégâts à ma maison? Et on vous répond, bon écoutez, non. C'est-à-dire que même si ça tombe sur votre toit, ça ne va pas faire écrouler votre maison. Vous n'êtes pas exactement rassuré, parce que juste à côté, il y a une fusée de 50 mètres de haut qui est en train d'être construite. Et vous savez qu'elle est en train d'être construite. Et vous vous dites, mais je veux qu'elle ne s'écrase pas sur la maison. C'est-à-dire qu'avoir un système qui n'est pas assez compétent pour faire des dégâts catastrophiques, si votre seule sécurité repose sur le fait que les machines ne sont pas assez compétentes pour faire des dégâts catastrophiques, vous n'avez pas vraiment de sécurité. Surtout si vous avez une volonté de créer des systèmes de plus en plus puissants. Alors à quoi ressemblent ces systèmes de plus en plus puissants? Prenez à peu près toutes les capacités dont on vient de parler. Capacité à désinformer, à manipuler l'information, capacité à manipuler les gens, capacité à, par exemple, former des attaques de cybersécurité, à formuler essentiellement des plans qui vont marcher dans la réalité. Donner une tâche à une machine de façon extrêmement générale et de lui dire de se débrouiller, de trouver les moyens de, par exemple, si vous voulez ouvrir un compte en banque, vous allez avoir un certain nombre d'étapes de vérification à apporter, des informations que vous pouvez glaner auprès de certains êtres humains. S'il y a des vérifications à faire pour prouver que vous êtes humain, la machine peut dire, eh bien, une des tactiques sera de demander à un autre être humain de faire la vérification pour vous. Le monde étant assez complexe, il est très difficile pour une machine aujourd'hui de formuler des plans qui marchent, mais les laboratoires aujourd'hui essaient de construire des machines qui font des plans qui marchent, qui sont de plus en plus compétentes pour un éventail de plus en plus grand de tâches. Bon. Qu'est-ce qu'on en déduit? On peut dire, OK, si nous avons une machine qui peut, si on lui donne un certain niveau d'autonomie, et je ne veux pas vraiment entendre l'objection, on ne va pas lui donner l'autonomie parce que dès aujourd'hui, nous avons des systèmes de recommandation, des systèmes qui font du trading automatisé. C'est-à-dire que les algorithmes de trading automatisé ont la confiance du système bancaire pour faire des opérations qui prennent des milliards et des milliards de dollars, parce qu'on leur donne l'autonomie, parce qu'on a confiance en eux. Donc un système suffisamment compétent, la question ne va pas être est-ce qu'on va leur donner la question c'est est-ce qu'on va leur donner le contrôle? Oui, parce qu'on l'estime suffisamment compétente pour lui donner le contrôle. Ça ne veut pas dire que la machine va faire ce qu'on veut. La machine est compétente, mais ne suit pas forcément nos valeurs, même si elle les connaît. Par exemple, pour persuader quelqu'un, c'est très facile de connaître son profil, de comprendre ce que la personne veut. Ça ne veut pas dire que vous voulez exactement la même chose qu'elle. Donc, à partir de toutes ces capacités, on peut élaborer un certain nombre de scénarios et on peut avoir en réponse un certain nombre d'objections. Par exemple, la machine va se laisser corriger. Et pendant une bonne dizaine d'années, ces arguments étaient uniquement théoriques. C'est-à-dire, on pense que la machine va pas se laisser corriger. Ou alors va essayer de contourner, on va essayer de l'entraîner pour faire A, et puis une fois qu'elle est dans la réalité, elle va faire B. Pendant des années, ces arguments étaient extrêmement théoriques, et maintenant que nous avons des systèmes un peu plus
un peu plus puissants, beaucoup plus puissants, on peut faire des expérimentations du style, nous avons pris un des systèmes, par exemple Claude d'Anthropic, cousin de ChatGPT. Nous allons dire à Claude, on va te réentraîner. Tu as été entraîné pour être honnête, utile et tout. Maintenant, tu vas juste être utile. Tu n'as pas forcément à être honnête, ni à rester sûr et pas trop dangereux. Réponds juste à ce qu'on fait. Il se trouve que Claude résiste à ce réentraînement. C'est-à-dire que Claude va garder son entraînement de non, je veux être sympa. Vous allez me dire, c'est cool. On a réussi à créer des machines qui restent sympas, même quand on leur demande de faire de transgresser leur comportement. Sauf que ce comportement est extrêmement fragile. Il existe des jailbreaks, donc des moyens de casser l'entraînement de toutes ces machines extrêmement facilement. Un robot à qui on a demandé d'avoir uniquement des actions extrêmement sûres, on peut très bien modifier très légèrement ces instructions pour qu'il fasse, sans broncher, des actions qui vont poser une bombe, aller identifier certaines cibles. Il est extrêmement facile aujourd'hui de contourner les mesures de sûreté qui sont mises en place sur les systèmes actuels. La conclusion de tout ça, c'est ce que Lou mentionnait, c'est regarder la dynamique. Il y a 20 ans, on n'avait pas ces problèmes parce que les machines n'étaient pas assez compétentes. Aujourd'hui, on a de plus en plus de problèmes issus de machines de plus en plus compétentes, déployées de façon encore moins régulée qu'une miche de pain. Et la tendance continue. Les investissements dans les centres de calcul augmentent. Ça a l'air d'être une bonne chose pour la plupart des acteurs industriels impliqués parce que plus de puissance de calcul signifie plus de résolution de problèmes. Et il n'y a pas d'objection théorique à ce qu'il y ait des problèmes de plus en plus graves que ceux qui ont déjà été décrits, plus graves que ceux qu'on a déjà aujourd'hui. Et il n'y a pas aujourd'hui de régulation claire à ce sujet. La régulation se fait encore aujourd'hui a posteriori. On attend que des dégâts se passent. Et ensuite, peut-être, on ira enquêter sur les causes. Peut-être que c'était la faute de l'utilisateur, finalement. C'est assez rarement la faute de l'entreprise qui a conçu ce système général qui rendait toutes ces actions dangereuses aussi faciles qu'un claquement de doigts ou aussi facile qu'une commande donnée sur un site web. Donc c'est à peu près là où on en est. Je vais éviter de me perdre dans les très divers scénarios de risque parce qu'il y en a beaucoup. Et parce que le problème principal, c'est que il y en a trop. C'est pas comme si on avait un pont. C'est pas comme si on avait un pont où on va dire, ok, ce pont peut supporter 20 camions sans broncher. Non. On n'a pas ce genre de garantie avec l'intelligence artificielle. On a trop de vecteurs d'attaque, trop de façons d'avoir une machine qui fait absolument n'importe quoi de par ses capacités générales. Et aujourd'hui, il n'y a pas de moyens dans les machines, de moyens robustes de faire suivre des valeurs humaines à une machine. De les faire comprendre peut-être. Mais comprendre n'est pas adhérer. Comprendre n'est pas suivre. C'est à peu près tout pour moi. C'est déjà beaucoup, merci. Bien, alors,
on va faire un deuxième tour, mais plus rapide. Et je vais vous donner la parole. Peut-être, enfin juste pour orienter quand même un tout petit peu, mais vous faites ce que vous voulez dans la réponse. Parce qu'on a évoqué là les sujets, les problèmes. Peut-être qu'on pourrait évoquer ce qu'on pourrait, ce qu'on doit, ce qu'on devrait faire pour les traiter et de manière efficace. Alors je sais bien qu'on n'a pas forcément des solutions comme ça, hein, mais quelle est votre opinion sur ces possibilités? Qui doit agir? Comment agir? Et qu'est-ce qu'on a déjà d'ailleurs comme outil? Donc je recommence par le début. On a évoqué 3 ou 4 grandes catégories de risques, les risques environnementaux, les risques sur l'emploi, les risques de perte de contrôle. Il y a un rapport qui vient d'être publié qui s'appelle le AI Safety Report, qui constitue la synthèse des connaissances scientifiques sur les risques de l'IA, qui a été rédigé par 100 scientifiques, dont des lauréats du prix Nobel et du prix Turing. Présidé par Yoshua Bengio, qui est le chercheur le plus cité au monde en intelligence artificielle, commandé par l'ONU et commandé par l'UE et 20 États, et enfin bref, vous avez le tableau, c'est l'équivalent d'un rapport du GIEC pour la sécurité dans l'intelligence artificielle. Et en effet, il dresse un tableau très exhaustif de notre compréhension actuelle des risques que comporte l'intelligence artificielle, et comme l'a très justement dit Jérémy, c'est complètement vain d'essayer d'attaquer chacun de ces risques séparément. Et d'ailleurs, si vous demandez aux 3000 chercheurs en IA qui ont publié dans les revues à comité de relecture les plus prestigieuses en machine learning, vous leur demandez est-ce que vous pensez qu'on fait suffisamment de recherches sur la sécurité de l'IA, les 3/4 d'entre eux vous disent non, il faudrait prioriser largement davantage ces recherches. Aujourd'hui, il y a 2% des papiers scientifiques qui concernent ce sujet, des investissements des entreprises qui développent ces technologies qui sont encore largement inférieures à 2% sur les questions de sécurité. Et le problème, c'est qu'on se trouve dans une situation où la vitesse et la direction de développement de ces technologies est influencée non pas par l'opinion des scientifiques ou par l'opinion publique, mais par la course à la domination du marché d'une poignée de multinationales qui cherchent à contrôler le marché mondial de ces technologies. Donc ça nous soumet à disons, des risques majeurs à l'échelle humaine. Et je pense que pour rendre tangibles ces risques à l'échelle humaine, c'est effectivement utile quand même de prendre certains exemples, de montrer qu'ils ne sont pas uniquement prospectifs, ces risques, qu'ils sont avérés pour certains, comme le cas de la désinformation de masse. Et puis pour d'autres risques, ils sont tout à fait tangibles et apportés sans même qu'on atteigne des niveaux super intelligents d'intelligence artificielle, surhumains d'intelligence artificielle. Auquel j'aime bien penser pour ne pas dormir la nuit, c'est par exemple le risque de bioterrorisme. Vous savez que l'intelligence artificielle, depuis AlphaFold, constitue une sorte de clé de pierre philosophale du monde vivant. On arrive à prédire la configuration spatiale d'une protéine à partir d'une séquence d'ADN. Et ça nous donne la possibilité de, par exemple, rendre un agent pathogène plus létal ou plus contagieux. Vous pouvez reprendre une souche de peste ou de Covid, par exemple, et essayer d'en faire une arme biologique sélective qui va sélectionner une partie de l'humanité. Et là, c'est un scénario qui n'est pas spécialement lointain, qui a été considéré, par exemple, dans le décret du président Biden qui a été abrogé par Trump, qui constitue un des chapitres du AI Safety Report. C'est une menace qui est prise très sérieusement en compte par la communauté des chercheurs en IA et en génétique. On est en train d'abaisser la barrière à l'entrée de technologies potentiellement extrêmement destructrices. Extrêmement destructrices. C'est-à-dire qu'autrefois, les armes de destruction massive étaient à la portée d'États, et on est peut-être en train de les rendre accessibles à des groupes d'individus dotés de moyens très très inférieurs à ceux d'États. Et donc on déséquilibre complètement l'équilibre offensive-défensive en faveur de l'offensive, et par exemple de l'offensive terroriste. Voilà un exemple très concret, vous pouvez lire dessus. C'est possible dès à présent de vous faire livrer chez vous des fragments d'ADN, chez vous dans un laboratoire, que vous pourrez recombiner pour reconstituer un virus de peste, par exemple, une souche de peste. Ça, c'est des choses qui sont accessibles dès aujourd'hui et qu'on est en train de développer, en effet, avec des moyens de régulation extrêmement limités. Par exemple, l'Agence internationale qui s'occupe des risques de bioterrorisme est dotée, d'après l'information que j'ai lue, c'est un livre qui date de 2021, du même budget que le McDonald's moyen. Et ça, c'est un des risques potentiellement de pandémie qui est contrôlé par une agence qui
qui a vraiment des moyens minuscules, et on contraint extrêmement peu le développement de cette technologie. Merci pour cette solution. Ouais, non, moi je vais peut-être juste insister sur le fait que je pense qu'il faut prendre la mesure de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Il y a en 2 semaines énormément de barrières et de contre-pouvoirs qui ont sauté et une installation généralisée. Il n'y a plus aucun contre-pouvoir en fait. Et du coup, on commence à installer de l'intelligence artificielle partout dans les systèmes, dans la manière dont on prend des décisions. Enfin, c'est déjà le cas actuellement, mais ça va être complètement augmenté. Et donc, moi, la solution que je propose, c'est juste de lutter, en fait, et de s'organiser pour qu'il ne se passe pas la même chose en France et en Europe, pour qu'on puisse... Enfin, c'est le moment de proposer un autre modèle. On ne pourra pas lutter contre tous les effets de l'intelligence artificielle. Par contre, on peut essayer de proposer un autre mode de société et d'essayer de protéger notre démocratie, parce que c'est en fait de ça dont il est question. Et ça veut dire s'organiser collectivement pour dénoncer les dérives, pour essayer d'accentuer la réglementation, sachant que les Américains sont en train d'essayer de la mettre fondamentalement à mal et de vraiment décider de la boycotter. Donc nous, il faut qu'on soit ferme dans le fait qu'on a envie de défendre un autre modèle de société. Et la société civile a un rôle très important à jouer. Je prends un exemple. Il y a 15 associations qui se sont organisées pour dénoncer, par exemple, le modèle de scoring de la CAF, des aides de la CAF. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais en fait, aujourd'hui, déjà, l'allocation de la CAF, elle est faite selon... Enfin, ils ont le contrôle des allocations est fait selon un modèle de scoring qui va émettre un risque supplémentaire sur des gens qui touchent le RSA, sont des familles monoparentales, ont des handicaps. Donc en fait, on vient surfragiliser des gens qui sont déjà fragiles. Et par contre, quand il s'agit de créer des algorithmes pour aider les gens à accéder aux services sociaux, alors qu'on sait qu'il y a plein de gens qui n'y accèdent pas, là, il n'y a plus personne. Pourquoi je vous donne cet exemple? Parce qu'il y a 15 associations qui se sont organisées, qui ont analysé cet algorithme, qui l'ont dénoncé et qui sont en train d'essayer de monter ce cas à la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc en fait, il faut qu'on active le plus rapidement possible tous ces leviers, qu'on se syndique, qu'on lutte contre la propagation systémique de ces algorithmes, parce que c'est un modèle de société dans lequel on n'a juste pas envie de vivre en fait. Un des soucis, alors, une des solutions en théorie, c'est une coordination internationale. La coordination internationale historiquement était assez compliquée parce que sur tous ces risques qui passent du futur au présent assez vite, il y avait un manque de reconnaissance, par exemple, de la communauté scientifique. Hier a eu lieu la conférence inaugurale de l'Association pour une intelligence artificielle sûre et éthique. L'existence même de cette conférence, qui était dans les bureaux dans les centres de conférence de l'OCDE, organisation internationale, était absolument impensable il y a 10 ans. Il y a 10 ans, Yoshua Bengio, qui a cité Yoshua Bengio, Stuart Russell, Geoffrey Hinton, prix Nobel de physique récent, toutes ces personnes n'étaient pas encore sur le devant de la scène publiquement pour dire ces risques existent. Il y avait un problème fondamental de respectabilité de la chose. Et c'est en se coordonnant, que ce soit la société civile, la communauté scientifique, de dire « mais toi aussi tu penses qu'il existe des risques futurs ?» Peut-être qu'en se coordonnant, on pourrait faire passer le message à des instances un petit peu supérieures. Et on se retrouve aujourd'hui avec exactement les mêmes arguments, c'est-à-dire que tous ces arguments de risque sont exactement les mêmes qu'il y a 15-20 ans, c'est juste qu'ils deviennent de plus en plus réels. Et la solution ici, c'est d'aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire que maintenant qu'émerge un consensus scientifique sur le sujet, c'est d'avoir un consensus politique sur le sujet. Et là, c'est encore une marche supplémentaire à passer, parce que
on se heurte directement à la compétition économique de la chose. Donc, la solution, c'est de faire le pas suivant et d'avoir une prise de conscience politique au niveau des États, au niveau international, de dire nous ne voulons pas que ces risques arrivent et d'avoir unilatéralement, quasiment, de la part des États, une action pour dire on arrête, ce sont des risques inacceptables. Et je pense que le camp d'en face avec lequel on est en compétition économique va faire la même chose parce qu'ils n'ont pas non plus intérêt à se tirer une balle dans le pied en développant des systèmes qui leur feront des dégâts à eux-mêmes, sans parler du monde. Oui, vaste question. Je pense que moi, une des difficultés que j'identifie, et après je viendrai à la solution, mais c'est qu'on a un fonctionnement très en silo. Finalement, on arrive tous à des degrés même de connaissances et de compétences dans nos domaines respectifs qui sont très poussés. Et je pense que quand on devient très poussé dans un domaine, c'est très facile de penser que les autres ont la même base de connaissances. Et donc il y a vraiment des expertises en silo qui se font, dont l'expertise en intelligence artificielle, où ils sont excellents dans ce qu'ils font, et où pendant longtemps il y avait quand même un aspect où ça vient de la recherche. C'est des chercheurs. En tant que chercheur, en fait, on a un problème, on essaie de le régler, et on est sur cette question spécifique de ce qu'on essaie de régler. Et parfois, c'est plus difficile en fait de prendre un pas en arrière et de se dire, ok, quelles vont être les conséquences. Donc, par exemple, c'est vrai que tu citais Stuart Russell quand il a commencé à travailler sur ces questions, Fay Haley, tous ces chercheurs qui commencent vraiment à devenir des voix aussi, qui disent qu'il y a des risques. À la base, ils essayaient de régler une question mathématique dans leur laboratoire avec une vraie recherche intellectuelle. Sans vraiment penser que ça allait fonctionner. On n'a pas anticipé en fait que ça marcherait. Et ça, je pense que c'est une des difficultés qu'on a. Et avec ce fonctionnement en silo, maintenant, il y a vraiment besoin d'aller casser les barrières et d'aller faire beaucoup plus de travail transdisciplinaire, de mettre beaucoup plus de monde autour de la table, puisque finalement, ça touche l'humain, ça touche l'économie, ça touche la politique. Et donc, on peut plus se permettre de fonctionner les uns à côté des autres. Il faut une grande table ronde avec beaucoup de monde autour de la table pour se poser ces questions. Et après, sur les solutions, je pense qu'il y a différents niveaux d'action. Finalement, c'est sûr que si on part par le haut avec des régulations, bien sûr que tout ce qui est dans les régulations et qui n'est pas permis permet de ne pas exister. Donc là, on attaque directement et on diminue une partie des risques. Après, pour moi, il y a un autre niveau qui est vraiment, on a une approche par le bas, de se dire, un utilisateur qui ne voudra pas d'un produit, ça ne crée pas de marché. Donc en améliorant la connaissance de manière générale du grand public de ce que c'est que l'IA, comment ça fonctionne, et ça ne veut pas dire que tout le monde doit savoir coder l'IA, mais ça veut dire que les gens doivent comprendre quels sont les bénéfices là où il y en a, quels sont les risques pour que les gens puissent vraiment choisir en pleine conscience comment ils veulent l'utiliser. Puis après, il y a un niveau par le milieu, et qui est vraiment le côté on se met tous autour de la table, c'est de se dire, en fait, ces gens qui développent la tech, ils sont... les gens n'ont pas envie de créer des trucs atroces de manière générale. La plupart des gens n'ont pas envie au niveau individuel. On a aussi une approche d'aller travailler dans les entreprises, convaincre les gens par l'intérieur et faire remonter les informations. Et c'est ce que je vois qui est un peu plus possible que ce que j'aurais imaginé. Il y a vraiment cette possibilité d'aller travailler au cas par cas et faire changer aussi les mentalités dans les entreprises. Alors bien sûr, c'est très long, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Et je pense que c'est en ayant ces approches combinées, en passant par la société civile, bien sûr, en passant par le dessus, mais aussi en créant ces conversations tous ensemble. Merci. Il y a des réponses très diversifiées. On va passer à la salle. Alors, on a commencé avec quelques minutes de retard, donc peut-être qu'on pourrait manger un peu sur la pause. C'est une demande que je fais. Et je voudrais avoir des questions du public. Si levez la main, s'il vous plaît, parce que je ne vois pas très bien. Là-bas, au fond. Une question pour Jérémy, mais plus largement pour toute personne qui veut répondre. Yoshua Bengio, tout récemment, a proposé à l'avenir, séparer d'un côté les compétences de traitement de l'information des IA de leur capacité agentique à réagir sur la réalité, agir sur le réel. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Yoshua Bengio a présenté justement son plan pour automatiser par exemple la recherche scientifique, c'est-à-dire de dire nous allons avoir un
un système qui va faire des découvertes, mais sans agir sur la réalité, parce qu'on veut garder, on ne va pas laisser la machine faire des actions, et on va juste lui permettre de découvrir de l'information, parce que ça n'a pas de risque, pas vraiment. Il a reçu une question de l'audience, que j'aurais bien aimé poser moi-même, qui était, en général, pour faire des découvertes scientifiques, on fait des expérimentations. Trouver la bonne hypothèse dans un monde extrêmement complexe demande une interaction avec le monde, parce que, à moins d'avoir une simulation extrêmement fine de la réalité, ce que l'on trouve dans un monde simulé ne va pas se transférer parfaitement à la réalité. Donc moi, mon léger souci avec le plan de Yoshua Bengio, c'est que je le trouve un peu trop optimiste sur notre capacité à faire des découvertes scientifiques sans, par exemple, suggérer à des gens, suggérer à des chercheurs, c'est juste de l'information, c'est juste une suggestion, suggérer à des chercheurs de faire tel protocole ou d'appliquer telle information de certaines façons, et à la fin d'utiliser les humains comme proxy, comme intermédiaires pour avoir un impact sur le monde. Il est extrêmement facile pour une intelligence sur une machine à laquelle on demande d'avoir de l'impact, et là l'impact de Yoshua Bengio serait fait avancer la recherche scientifique, d'utiliser tous les moyens à sa disposition, en l'occurrence ses utilisateurs, pour avoir un impact réel sur le monde. Donc je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de faire avancer la recherche scientifique via intelligence artificielle. Je suis beaucoup plus sceptique sur le fait que ce soit une bonne solution pour la sûreté de la chose. Un des problèmes que je vois, vous avez mis en cause les grandes entreprises, à cause des investissements qu'il peut y avoir qui sont monstrueux, c'est vrai. Mais je vois quand même deux problèmes en plus. C'est d'une part la fascination que peut y avoir pour les ingénieurs de développer ces IA. Il y a une vraie fascination, moi que je l'ai eu quand j'étais jeune et que j'ai encore quand je développe, que l'on retrouve quand on voit sur l'interview du PDG de DeepSeek qui dit ce qui attire les gens, c'est pas le bénéfice. Courte. Voilà. Et donc, un des problèmes, c'est pas celui-là, c'est de prendre en compte dans les risques le fait que c'est fun de développer pour les différentes équipes, de développer ces IA. Et les gens ils vont y aller parce que c'est fun, parce que c'est l'IA, parce que c'est réactif. Et le second truc, c'est que faire un système IA qui est dangereux, c'est relativement facile. Faire un système d'agent qui va faire générer des produits chimiques dangereux, etc., pratiquement une petite équipe peut le faire. Donc vous voyez, il y a peut-être un risque, je pense, à dire c'est les grosses compagnies, c'est les machines, c'est les GAFA. Le risque est peut-être un peu plus général. Merci. J'ai une réponse à ça, mais je vais laisser les intervenants répondre après. Deuxième question, voilà, balle au centre. Bonjour, merci beaucoup pour la qualité des débats. Il y a beaucoup à dire, mais on est un peu limité par le temps, donc je vais aller droit au but. Il y a un d'entre vous, je ne sais plus exactement quel intervenant, qui a mentionné l'idée que la machine finalement ne connaissait pas, connaissait nos valeurs, mais ne les respectait pas. Donc voilà, tout ce qui renvoie au principe d'alignement, etc. Et je voulais savoir, à votre avis, comment en fait encoder des valeurs démocratiques, morales, humaines, tout ce qu'on veut, dans du logiciel finalement, dans des formules mathématiques. Comment traduire en fait les valeurs? Merci. On revient à gauche, à ma gauche. Oui, merci. Ma question pose sur l'impact sur les jeunes, sur les enfants. Bon, vous avez cité un certain nombre d'exemples, mais vous n'avez pas abordé, et puis ça a été assez peu abordé d'ailleurs en général, l'impact sur le développement moral, je dirais, des êtres humains, ce que certains qualifient comme l'effet de disempowerment, on n'a pas le mot en français, mais enfin la baisse de capacité, de compétences de l'être humain à partir du moment où toute une série d'opérations qu'il apprend à faire normalement vont être prises en charge par des algorithmes, disons, en général. Merci. Il y a une question là et une question là. Voilà. Aristote disait qu'il y a 3 formes de connaissance: épistémé, techné, phronésis. Épistémé, c'est la science, comme montre le monde. Techné, c'est agir sur le monde. Et phronésis, c'est l'éthique de l'action. La question, c'est qu'on a fait progresser énormément épistémé et techné depuis Aristote. Pas beaucoup notre éthique de l'action, déjà en tant qu'humain. Sinon, ça se saurait, ça se verrait.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour que cette éthique de l'action soit à la fois plus présente chez nous et dans nos machines? Ça, c'est la question. Et peut-être une proposition pour être un peu concret. Ici, on a une règle. D'ailleurs, vous êtes bienvenus. Je ne sais pas si vous savez, mais si vous voulez discuter de savoir quel est ce lieu, on peut en discuter à la pause. On a une règle ici qui est « ne faites rien qui nous obligerait à créer une nouvelle règle ». Est-ce qu'on peut mettre cette règle dans les machines ou dans nos sociétés, faire en sorte que, en tant que chercheur ou en tant qu'entreprise, on respecte cette règle par défaut? Je pense que ça nous éviterait quelques soucis. Merci. Dernière question, après on va essayer de synthétiser. Merci. Ma question, c'est, j'entends beaucoup parler des potentiels impacts aussi bénéfiques de l'IA, et je me demande, en fait, imaginons qu'on arrive à résoudre toutes ces questions de sécurité. En fait, non, mais imaginons, qu'est-ce qu'on a gagné à avoir développé ces systèmes? En quoi ça rend ou pas le monde meilleur, du coup? Parce que voilà, dans le meilleur des cas, si on arrive à tout résoudre, qu'est-ce qu'on a gagné, quoi? De l'argent. Quoi d'autre? Okay. Merci. Alors, je vais essayer de résumer, mais c'est des questions très diverses. La dernière posait la question en fait de l'utilité de l'IA, quoi. Et comment rendre la machine éthique en étant alignée, qui ne respecte pas forcément. Est-ce que la responsabilité des entreprises, c'est aussi la responsabilité de ceux qui développent, et en fait, ils sont fascinés par ce qu'ils font? Pour moi, c'est pas une... Il faut qu'ils aillent s'amuser ailleurs, quoi. Et donc, l'impact sur le développement psychologique et psychomoral, qui rejoint un peu les questions d'alignement et un peu la question de l'éthique. Et il y a une question sur... c'est pratiquement ça, je pense. Donc... je vais essayer de faire une réponse aux questions dont je me souviens. Sur la responsabilité des gens qui développent ces technologies, moi je suis d'accord qu'il y a un vrai problème de déresponsabilisation et d'une espèce de fascination de la technique qui fait qu'on ne s'interroge pas sur toute la partie politique. Et donc je pense qu'on a tous, en tant que développeurs et utilisateurs de ces technologies, une responsabilité à partir du moment où on décide de les développer et qu'on ne se questionne pas sur leur impact. D'ailleurs, avec Data for Good, on avait rédigé tout un projet qui est un peu outdated, il faudrait qu'on le mette à jour parce que c'était il y a 4 ou 5 ans, qui s'appelait le serment d'Hippocrate du data scientist, et qui était une espèce de boîte à outils qui permettait de se poser des questions à chaque étape de la conception d'un algorithme, à partir du moment où on choisit ses données d'entraînement, on crée son modèle, etc., de se poser plein de questions pour s'assurer qu'on est aligné avec, et que si on l'appliquait à sa grand-mère, on serait OK avec les effets qu'il a. Sur la partie recherche, je voudrais juste insister sur le fait qu'aujourd'hui, il y a quand même un problème fondamental qui est que la majorité de la recherche, et en particulier de la recherche en éthique de l'IA, est financée par les grandes entreprises. Je donne un chiffre dans un article du Washington Post qui est sorti en décembre 2023. Ils avaient fait une analyse, ils avaient regardé sur 33 articles qui avaient été publiés par des ingénieurs en éthique de l'IA dans la revue Nature. Il y avait seulement une personne qui n'avait pas été financée ou était salariée par une entreprise des big tech. Ça, c'est fondamental parce que du coup, ça oriente la manière dont on fait la recherche, dont on cherche des solutions. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'en général, quand les résultats de la recherche ne vont pas dans le sens qui leur plaît, tout simplement, ils virent les gens. Donc, on a l'exemple fameux de Timnit Gebru, mais il y en a plein d'autres. Donc en fait, aujourd'hui, la recherche sur ces sujets pour trouver des solutions, elle est complètement phagocytée par les gens qui détiennent le pouvoir et qui détiennent l'infrastructure. Et donc ça, c'est fondamental de l'avoir en tête, parce que du coup, il y a toute une partie de la recherche qu'on n'explore pas. Et puis, je voudrais juste rebondir, maintenant que j'ai le micro, sur le fait de valoriser, le fait de se dire, moi je suis totalement OK pour qu'on utilise l'intelligence artificielle dans la recherche. Moi, je questionne quand même fondamentalement ce fait-là, et ça rebondit avec la question que vous avez posée, monsieur, sur les développements cognitifs. OK, à court terme, ça nous fait gagner du temps, ça nous fait aller plus vite, ça nous fait découvrir des nouvelles choses, mais qu'est-ce que ça nous fait perdre à long terme sur notre capacité à raisonner, à nous interroger, à comprendre le monde? Est-ce qu'on a vraiment besoin encore d'accélérer? Alors oui, c'est sûr qu'il y a des usages dont on a besoin, par exemple dans la recherche contre le réchauffement climatique, la modélisation des impacts, etc.,
elle est fondamentale et ça nous aide à mieux comprendre le monde, mais en même temps, à quel degré? Parce que, si on sait qu'on a notre maison qui va être inondée, si c'est pour nous donner la précision de combien de millimètres ça va être, je préfère juste qu'elle ne le soit pas, en fait. Donc il y a vraiment une question fondamentale à se poser là-dessus, sur le niveau d'accélération qu'on met. Je vais juste prendre 2 secondes la question sur le développement et sur les risques au niveau du fonctionnement cognitif, social et émotionnel. Une des raisons pour lesquelles on s'inquiète et on s'intéresse particulièrement aux enfants, c'est qu'en fait, dans 25 ans, c'est ceux qui vont arriver sur le marché. Donc on a envie que les gens qui assurent notre avenir aient les compétences nécessaires, finalement, pour faire face au monde. Un monde qui sera sans doute encore plus complexe, mais même déjà les compétences qu'on a à l'heure actuelle. Et c'est là où, pour moi, il y a des vrais enjeux à se poser. Justement, on sait que quand les enfants apprennent, c'est vraiment le moment, les 25 premières années de vie, où le cerveau est le plus perméable. Ça veut dire qu'il apprend extrêmement vite, beaucoup plus vite qu'à l'âge adulte. Malheureusement, pour nous, c'est un peu fini, ça se ralentit beaucoup. Mais du coup, il y a vraiment ces fenêtres d'opportunité où l'enfant peut apprendre extrêmement vite, mais en dehors de ces fenêtres, c'est plus compliqué, on apprend beaucoup moins vite. Ça ne veut pas dire qu'on n'apprend plus, mais il n'y a plus cette efficacité. Donc on veut vraiment être attention, on doit vraiment faire attention, puisque l'IA change leur environnement, change leur manière d'apprendre, donc on veut être sûr qu'ils continuent d'apprendre. Alors quand elle est utilisée, et je pense que je peux faire le parallèle avec la calculatrice, finalement, un jeune enfant de 6 ans qui est en train d'apprendre les maths, il ne faut pas qu'il utilise une calculatrice. À ce moment-là, on veut qu'il comprenne le nombre, on veut qu'il comprenne le concept de nombre, on veut qu'il puisse faire des maths très rapidement, que si on lui donne 15 chiffres d'un coup, il sache si le calcul est probable ou pas. On a besoin de développer cette compétence. Après, quand il arrive au lycée et qu'il commence à utiliser une calculatrice parce qu'il arrive à des niveaux d'abstraction beaucoup plus élevés et qu'il passe plus tant de temps à faire ses calculs mathématiques, c'est pas si grave. Au contraire, ça peut permettre d'aller plus loin. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment réfléchir la même chose au niveau du langage. Parce que finalement, c'est ce que ça va faire, cette IA générative. On veut conserver notre capacité de langage, notre capacité d'articuler, et on doit le faire d'autant plus que quand on lit la prose d'un modèle génératif, elle est très bonne, et si on lit rapidement, on peut être très vite convaincu, et si on lit dans le détail, des fois on se rend compte qu'il y a peut-être des choses ratées. Donc ça veut dire qu'il va falloir aussi aller les équiper différemment au niveau de la pensée critique, de la capacité à remettre en question, justement sur les questions de désinformation. Et donc il y a un réel accompagnement où on doit en fait commencer à les préparer à ce monde, donc en étant sûr de garder les compétences de base qu'on a et en allant rajouter encore des compétences, parce qu'ils vont avoir besoin d'avoir des compétences supplémentaires. Et donc c'est vraiment là où il faut faire attention, parce qu'une des grosses parties de l'IA, c'est que ça permet d'automatiser des processus, mais biologiquement, neurologiquement, apprendre, c'est renforcer des connexions avec les cerveaux. Pour renforcer ces connexions entre les réseaux de neurones, c'est faire les mêmes passages over and over and over again. Et donc il y a vraiment ce côté-là où on veut s'assurer qu'on n'automatise pas finalement ces processus cognitifs et qu'on laisse les enfants apprendre, ce qui ne veut pas dire que l'IA ne peut pas être intéressante dans ce contexte-là. Au contraire, elle peut aller des fois permettre d'avoir des feedbacks beaucoup plus tôt. Donc il y a des opportunités, mais la manière de le faire est complexe et ça va prendre un travail acharné pour réussir à avoir la capacité finalement à encourager les apprentissages et justement ne pas les freiner. Merci, je vais être obligé de clore. Donc merci aux intervenants de leur lumière. Bon, évidemment, il est difficile en très peu de temps comme ça de faire un tableau complet, donc on a approché la chose par des petites touches impressionnistes. J'espère que quand même ça dessine l'image. La journée n'est pas finie, elle commence, et puis le débat non plus, ça va prendre quelques temps pour essayer de bien comprendre, de cerner et de traiter ces questions. Merci à vous pour votre écoute.